Tarek Ramadan, vous êtes le petit-fils par votre mère d'Hassan el-Banna, qui était le fondateur de la confrérie des frères musulmans, très puissant en Égypte et qui font un peu peur. Hein. Alors certains disent qu'ils représentent à peu près un tiers de la population. Bon, en tout cas, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein, ils ont une vision un petit peu moyenâgeuse de la société. Vous pouvez nous expliquer un peu, vous, comment vous les voyez? Vous êtes proche d'eux, j'imagine. Non, moi je suis le petit-fils par le sang. Encore une fois, ça fait bientôt 25 ans que je répète quelles sont mes positions. On a de la peine à m'entendre en France et votre présentation-là m'a fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est du réchauffé, malheureusement. C'est une façon de me présenter. Maintenant, c'est un tout petit peu dépassé. Beaucoup d'ironie, il y en avait pour tout le monde. Hein. Thibault, oui, non, d'accord, je le prends. Prenons-le comme ça. De l'ironie un peu réchauffée. Donc, la deuxième des choses la question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on entend en Occident, on entend en France également, c'est que si Moubarak tombe, et aujourd'hui il vient de tomber, il vient de quitter le pays, on va avoir forcément les frères musulmans et des mouvements radicaux. D'abord, c'est pas vrai. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est pas du tout ça. C'est un mouvement de masse, comme celui qu'on a vu et qui a surpris tout le monde en Tunisie. Ça n'est pas un mouvement islamiste, ça n'a rien à voir avec la révolution iranienne. Il y a un mouvement de masse aussi en Iran, vous avez vu le résultat. C'est ce que j'étais en train de dire. On a toujours peur que les intégristes confisquent la révolution. D'accord, mais la révolution... Elle est très belle, la révolution au départ, et puis après... Non, de toute façon, il faut dans tous les cas rester... Dans tous les cas, il faut rester prudent. Mais la révolution iranienne menée comme elle l'a été menée n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Et aujourd'hui, même en Égypte, vous l'avez dit, il ne représente pas un tiers de la population. Il représente peut-être 20 à 30% du mouvement d'opposition, ce qui n'est pas du tout toute la population. Et ils ne sont pas les leaders de ce mouvement-là. Et dans ce que j'ai pu écrire ces derniers jours, c'est de mettre en évidence que d'abord, il faut absolument qu'on trouve les voies en Égypte de voies plurielles, démocratiques, dans lesquelles les légalistes et non violents, comme ils le sont, alors après, on a des questions à poser à ces mouvements islamistes, il faut les poser, mais on ne règle pas la question de l'islamisme par la torture et la dictature. On la traite par le débat démocratique à l'intérieur de la société égyptienne. Et il ne faut pas, aujourd'hui, présenter les choses comme si la dictature tombe, il n'y a que l'islamisme qui reste. Les Égyptiens et tous les jeunes aujourd'hui sont en train de vous dire changez de lunettes, regardez-nous pour ce que nous sommes. Nous sommes un peuple qui a envie de dignité et de liberté. Regardez-nous, il faudrait bien les voir. Tarek Ramadan, vous êtes en train de dire que vous souhaitez une république laïque en Égypte, c'est ça? Moi, ce que je veux, c'est une démocratie avec les principes qui sont inaliénables pour moi. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le mandat spécifique pour un président et la séparation des pouvoirs. Voilà ce que je veux. Maintenant, ça, ce sont des principes qui, pour moi, sont inaliénables. Le modèle de la société, ce sera le modèle que décideront les Égyptiens. Parce que s'il y a une chose qu'il faut qu'on entende en Occident, on partage les principes, mais on n'impose pas les modèles aux sociétés. Les séparations entre l'islam et l'État? Non, entre la religion. Parce que le problème de ces républiques, c'est souvent le mélange des gens. C'est pas toujours très heureux. C'est pas comme la France. La France, ça n'est même pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ça n'est pas le Canada. Ce qu'il faut, c'est que l'État ne soit pas sous l'imposition d'une chape religieuse. Ça, personne. Enfin, moi, en tout cas, je ne le veux pas et je me battrai contre ça partout. Ce que je veux, c'est un vrai processus démocratique. À vrai dire, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'on parle de ce mouvement-là, de ce mouvement islamique, parce que, vous le savez, il y a des raisons aussi de s'inquiéter, et s'ils ne sont pas la seule force d'opposition, c'est probablement la plus organisée. Or, aujourd'hui, on a un exemple, ils sont au pouvoir à Gaza. Et Amnesty International dénonce les campagnes d'enlèvement et de meurtre. Un certain nombre d'organisations humanitaires, y compris palestiniennes d'ailleurs, dénoncent l'absence de liberté d'expression. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'ils participent au pouvoir, dans un pouvoir futur et démocratique en Égypte, et est-ce que vous pensez, je veux dire, qu'on aura là un exemple d'un mouvement islamiste qui se comporte démocratiquement, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Dans les territoires occupés, on a décidé, les Américains, comme la communauté internationale, de permettre au Hamas de participer aux élections sous le nom changement et réforme. Et donc ils sont entrés, ils ont gagné les élections. Mais la communauté internationale a considéré que le peuple palestinien avait fait le mauvais choix. Mais vous présentez les choses comme si ça n'était qu'une seule alternative. Le Fatah, dont vous ne parlez pas, est un mouvement corrompu, est un mouvement qui a tué, est un mouvement qui a spolié. Donc les Palestiniens, ils avaient le choix entre des gens qui ont fait un travail social et des gens qui ont volé et menti. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il était normal qu'on aille dans ce sens-là. Aujourd'hui en Égypte, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai pouvoir de transition qui aille vers la possibilité pour toutes les forces non violentes
respectueuse de la démocratie et des 5 principes dont je viens de parler, qu'elle soit partie prenante. Les frères musulmans ne sont pas les leaders de ce mouvement. Il faut cesser en Occident de diaboliser cette opposition et de ne pas soutenir les peuples. Monsieur Ramadan, vous qui faites une émission sur la télé publique iranienne, Presse Télé, vous qui n'avez jamais dénoncé ce qui s'est passé en Iran l'année dernière. Vous avez fait votre émission sur cette télé iranienne, en anglais certes, sans jamais le dénoncer. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le modèle iranien est un modèle démocratique? Alors, Monsieur Ruffin, sur la BBC, tout de suite après les élections, la dénonciation immédiate de l'attitude du gouvernement. Depuis 20 ans, depuis le moment où j'ai pu prendre la parole publiquement, l'opposition à l'imposition du foulard en Iran, l'imposition des règles, l'imposition de ce qui a été l'application des houdoud en Iran, l'intervention après les élections. Alors, vous ne pouvez pas simplement prendre une situation dans laquelle j'ai mis en évidence le fait que j'avais une parole libre dans cette émission. Parce que ce qui m'intéresse, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Parole libre sur la télé iranienne, il n'y a que vous qui l'ayez. Non, 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 non. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont de l'Evening Standard, qui est très critique par rapport à l'Iran et qui est venu aussi prendre la parole. Donc moi, ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est quelle est ma parole. Quelqu'un qui est un sunnite, d'accord, qui intervient et qui aujourd'hui prend une position pour essayer de ne pas tomber dans la rupture entre chiites et sunnites dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est ça qui m'intéresse. Mais ma position sur l'Iran, je suis désolé, au moment de l'affaire Rushdie, l'une des voix qui s'est élevée depuis Genève pour dire que c'était inadmissible et scandaleux, c'était quand même la mienne, vous ne l'avez pas entendu. Donc de dire vous n'avez jamais pris position, c'est encore une surdité à certains types de propos que je tiens. Maintenant, permettez-moi de dire une chose. Vous avez raison sur un plan, par rapport à la révolution. Mais nous avons tous, par rapport à la révolution, à une révolution populaire, à être toujours tout à fait prudent. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous prenez l'exemple de l'Iran que vous sortez du Moyen-Orient. Mais l'Occident, où était-il quand on partait en vacances en Tunisie, en Égypte? Où est l'Occident, cher monsieur? Pourquoi vous ne parlez pas de l'allié objectif de ce gouvernement, attendez, de ce gouvernement français, des États-Unis en Arabie Saoudite? Certainement celui qui on se moque. La réalité vraiment politique aujourd'hui, c'est qu'on se moque de l'islamisme et des droits des femmes. La seule chose qu'on protège, ce sont des intérêts. Là, on est en train de faire du débat périphérique. Le centre, il est celui. Dans tout ce que vous avez écrit les 15 derniers jours, vous avez détourner l'élan démocratique égyptien et tunisien pour le retourner à chaque fois contre l'Occident. Alors que, si, vous dites finalement que ces révolutions, elles se sont faites contre le modèle occidental, et là, pour le coup, on a quand même un peu de mal à vous suivre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu, mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde qui dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Preuve à l'appui, je renvoie tout le monde vers Le Monde d'aujourd'hui qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement en Égypte, il y a des mouvements au Yémen, il y a des petits mouvements plus faibles en Syrie. En Algérie, il y a une grosse manifestation prévue le 12, c'est-à-dire demain. Dans quel ordre vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que le monde arabe est en train de s'embraser, ou qu'il y a, bon, maintenant les problèmes égyptiens et tunisiens sont réglés, et qu'après on va avoir une plage de temps un petit peu plus longue avant la prochaine révolution? Il y a une conclusion provisoire, mais qui est quand même assez évidente, c'est que soutenir, et là-dessus on se rejoint tout à fait, soutenir les dictatures n'est pas un gage de stabilité. Ça, c'est tout à fait clair. Je veux dire qu'on a été extrêmement complaisant, et c'est pas la faute des ambassadeurs. Non, mais dis ça parce qu'on est... Non, vous avez votre histoire, vous étiez ambassadeur au Sénégal, vous parliez un petit peu fort et vous avez été viré. Voilà. Oui, non, mais quand on dit les ambassadeurs disent pas ce qui se passe, alors on ne savait pas ce qui se passe en Tunisie, de qui se moque-t-on? Tout le monde savait que Ben Ali était un dictateur. Sauf l'ambassadeur de France, apparemment. Non, mais le dernier, parce qu'il avait été mis là précisément, et encore, je ne veux pas entrer dans le détail, mais... Si. Je veux dire, mais non, mais parce que le problème, c'est que quand quelqu'un fait ce métier comme il faut, c'est-à-dire dit les choses, et qui gêne, parce que ce qu'on lui dit c'est fais pas de vagues, au bout d'un moment on le change. La question centrale c'est est-ce qu'on savait? Oui, on savait. Est-ce qu'on sait que dans un certain nombre de pays aujourd'hui il y a des dictatures encore? Oui, on le sait. La question c'est est-ce qu'on s'en accommode? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou parlons de double langage. Notre double langage est évident, c'est-à-dire qu'on a une phraséologie de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme,
Et on s'accommode assez bien, finalement, et à toutes les occasions, des excès d'un certain nombre de régimes. Les Allemands font le contraire. Le général de Gaulle nous a appris ça. Non, mais attendez, c'est pas la politique du général de Gaulle. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Les Allemands font le contraire, par exemple. Les Allemands parlent beaucoup moins. Vous n'entendez pas Angela Merkel dire le Tibet, le machin, etc. Mais, dans le dialogue avec ces pays, ils sont beaucoup plus intransigeants et beaucoup plus efficaces. Moi, je l'ai vécu dans le pays où j'étais. L'ambassadeur d'Allemagne avait les coups beaucoup plus franches sur les questions de gouvernance. Il était beaucoup plus attentif et surtout beaucoup plus soutenu par son gouvernement contre ces dérives. Donc je pense que d'abord, parler des Arabes, de l'Afrique, des Occidentaux, je suis désolé, c'est pas vrai. Il faut distinguer des pays, des stratégies, des politiques. Et nous, je pense qu'on s'est engagé dans des politiques qui étaient exagérément complaisantes, et là je suis totalement d'accord avec Tariq Ramadan, exagérément complaisantes avec des dictatures. Et le résultat, c'est que quand les dictatures tombent, il y a un très grand risque, et c'est là qu'on diverge, de dérive aux extrêmes et d'arriver du chaos. On diverge pas, on pose des vraies questions. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui avoir une vue claire de ce qui va se passer. Et il faut poser les questions, les vraies questions. Est-ce qu'on va vers des vrais processus de démocratisation? Là, vous avez posé une question sur la situation régionale. Vous savez, avant la Tunisie, moi je ne pensais pas que l'Égypte pouvait tomber. Mais aujourd'hui que l'Égypte tombe, est en train de tomber, parce qu'encore une fois, rien n'est gagné. On est vraiment aujourd'hui dans une situation où celui qui est en train de prendre la place de Moubarak a comme dossier un dossier vraiment lourd du point de vue du non-respect des droits humains, des droits de l'homme et de la torture. Donc tout peut arriver maintenant. Si vraiment le régime tombe, on a vu le roi de Jordanie changer son gouvernement, on a vu le Syrien avoir des politiques préventives, on entend la même chose en Algérie. Tout peut arriver si les soulèvements populaires continuent. En Algérie, je répète, demain, il y a quand même une grande manifestation. Interdite, une grande manifestation interdite. Une question quand même à tous les deux, parce que tout à l'heure vous avez dit, Tariq Ramadan, les pays occidentaux défendent leurs intérêts, vous avez dit ça d'un air très réprobateur. C'est vrai, les intérêts c'est un peu sale, mais enfin, est-ce que vous connaissez un pays, et je pose la question aussi à Jean-Christophe Ruffin, dont la diplomatie est dictée simplement par le souci des valeurs, et pas du tout par la défense de ses intérêts? Non, il est normal pour un État de défendre ses intérêts. Mais il n'est pas normal de le faire à n'importe quel prix. Oui, on ne peut pas... Attendez, moi, quand j'ai pas pu entrer, je ne pouvais toujours pas, maintenant ça sera possible, mais entrer en Tunisie pendant des années. Ça fait 15 ans que je n'entre pas en Égypte. Sur un plateau d'une émission en France, j'ai été confronté à l'ambassadeur d'Égypte, à qui j'ai dit combien son pays était une dictature et comment on a torturé des gens devant moi parce qu'on ne pouvait pas me toucher parce que j'étais suisse. 2 semaines plus tard, j'ai été interdit d'entrer en France pendant 10 mois. Et le Nouvel Observateur a annoncé que c'était sous pression de l'Égypte. Quand on a de telles relations avec des dictatures, on ne donne pas la leçon de démocratie au monde. On revoit sa copie et on se pose la question. Aujourd'hui, vous parlez de l'islam. Mais encore une fois, on a parlé de l'Arabie Saoudite, il faut quand même dire les choses. En matière, avec la Tunisie, avec l'Égypte et avec bien d'autres pays malheureusement, dans une complaisance qui n'est justifiée par rien. Et pas par nos intérêts non plus. J'aimerais juste ajouter un mot sur ce que vous avez dit et sur votre question de l'hyper-président. Il ne faut quand même pas nous dessiner la relation de la France avec l'Afrique ou avec le monde arabe comme quelque chose qui serait aujourd'hui uniquement de mauvais augure parce que de droite. La gauche au pouvoir a aussi traité avec les dictatures de la même façon. Et ce ne sont pas des erreurs diplomatiques. Il faut vraiment ce sont des erreurs politiques, d'éthique politique. Où nous plaçons-nous? Et encore une fois, je suis vraiment pour que cette équation elle soit claire. Il ne s'agit pas de choisir les intérêts contre l'éthique, mais l'éthique avec les intérêts et les intérêts sans oublier. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Ruffin? C'est-à-dire les Arabes sont fiers ce soir. Oui, mais moi je pense que si vous voulez, c'est un peu en effet le contraire, c'est-à-dire que c'est l'influence des Tunisiens, Algériens, etc., qui sont ici, qui sont à l'étranger, qui a beaucoup joué aussi sur l'évolution de leur pays. Et je pense que le fait de se rapprocher de ce que peuvent penser les diasporas, hein, l'Africain qui est ici, toutes les familles qui ont encore des membres de leur famille dans ces pays d'origine, ils sont plutôt plus près là aujourd'hui parce que les situations se rapprochent. Cela dit, ils sont inquiets aussi, parce qu'ils ont l'expérience d'une forme de démocratie ici, qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas non plus
quelque chose d'occidental. Et je veux dire qu'une démocratie avec système représentatif, la possibilité de s'exprimer, le respect des faibles, le respect des femmes, le respect, etc., ça vaut partout, partout, partout. Et c'est ça qui est en jeu. Parce que tous ces gens qui sont ici, ils ont envie que ça soit comme ça dans les pays où sont encore leurs familles, si vous voulez.